question sur un phénomène économique qu'a évoqué Jean-Jacques Hyest, les réseaux de mandataires, c'est-à-dire le recours, enfin on le sait tous ici, mais je le rappelle, le recours par des têtes de réseau, on les appellera comme ça, à des agents commerciaux indépendants pour se livrer à de la négociation en leur nom, donc au moyen d'un mandat qui lie telle tête de réseau avec des dizaines, voire des centaines de mandataires. On a donc un problème avec des travailleurs indépendants qui ne sont aujourd'hui pas assujettis à quelque obligation que ce soit, qui ne sont pas salariés. Votre vision de ce phénomène, Jean-Jacques Hyest disait il faut en passer par une réglementation, il faut sécuriser le consommateur. Votre avis ? Notre avis, c'est que, et ça a été évoqué ce matin, la gestion, les mandats, tout ça, ce sont des affaires de professionnels. On ne peut pas confier ça à n'importe qui. Et ces réseaux dont vous parlez, selon nous, ne devraient plus exister. Il devrait y avoir, au contraire, des professionnels qui gèrent ça. Maintenant, une petite griffe à l'encontre des professionnels. Si ces réseaux se sont développés, c'est aussi quelque part parce qu'on les a laissés se développer, et c'est peut-être parce qu'ils se sont engouffrés dans une faille de la profession. Donc, je ne peux qu'inciter la profession à réagir pour éviter que d'autres failles ne soient exploitées. Votre propos est tout à fait clair. Je vous laisse la parole sur un point qui permettra ensuite à nos élus de réagir, mais aussi à Richard, la question des rapports locatifs. La copropriété, nous l'avons déjà traité au travers de plusieurs points. Rapports locatifs. Alors là aussi, on a le sentiment, lorsque la ministre annonce une remise à plat de la loi du 6 juillet 1989, qui elle-même, on se le rappelle, rééquilibrait une loi Quillot de 1982. On a le sentiment... que nous approuvions. Hein. Alors, vous allez vous expliquer sans doute avec beaucoup de clarté aussi sur ce point. On a le sentiment que chacun en attend beaucoup et quand on tire une couverture, il y en a forcément un qui est un peu découvert. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce rééquilibrage ? Cécile Duflot reçoit un rapport aussi de 2 hauts fonctionnaires sur les possibilités de rééquilibrage. Qu'attendez-vous ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Et on fera réagir ensuite nos élus et puis le représentant des mandataires administrateurs de biens. Oh bien, on en attendait, je parle déjà au passé, parce qu'on a eu toute une série de réunions et nous sommes très vite redescendus sur Terre. On en attendait beaucoup. Et on en attendait une augmentation des droits des locataires. Alors je sais que quand je dis ça, généralement, ça réagit fortement. Je suis étonné que ça ne réagisse pas d'ailleurs. Parce que j'ai toujours pensé que sur le papier, et ça je l'accorde, il y a effectivement des équilibres sur le papier. Dans la réalité, le déséquilibre qu'on constate sur le papier se transforme en déséquilibre au profit généralement du professionnel. Donc vous reconnaissez que après 35, je crois, modifications législatives depuis 1989, je crois que c'est ce nombre-là, un nombre record, sur le papier, dans les textes, la loi a été plutôt rendue plus favorable aux locataires, écoutez, mais que dans les faits, ce n'est pas la réalité. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la réalité ? Parce que dans les faits, celui qui a la main, c'est celui qui a le pouvoir. Et je vais prendre un exemple, un seul, celui de la récupération du dépôt de garantie. Et c'est un sujet, mais qui alors revient régulièrement, hein, et depuis des années, et ne diminue pas. À la CGL, nous avons fait un observatoire, justement, des plaintes des consommateurs. Et cet observatoire, il est bâti uniquement sur les mails que nous recevons de gens qui nous demandent des informations, qui se plaignent de telle ou telle situation. Et nous constatons, et nous l'avons depuis 5 ans maintenant, cet observatoire, nous constatons que depuis 5 ans, ce thème du dépôt de garantie que les locataires n'arrivent pas à récupérer, en pourcentage, n'a pas baissé. Malgré des réglementations qui sont venues s'ajouter, il n'a pas baissé. Qu'il s'agisse de mandataires ou qu'il s'agisse de propriétaires qui gèrent en direct ? Peu importe, que ce soit des mandataires ou des propriétaires, c'est la même chose. Et alors, si vous voulez, quand une personne, quand un mandataire, quand un propriétaire a un dépôt de garantie et que le locataire estime qu'il doit le lui rendre alors qu'il ne le lui rend pas,
quelle est la possibilité qu'a le locataire? C'est d'aller en justice. Bon. Or, quel locataire va aller en justice avec les frais que ça génère, avec le temps que ça demande, avec l'énergie qu'il faut dépenser? Quel locataire va aller en justice? Il y a les commissions de conciliation, pour autant. Oui, mais les commissions de conciliation n'ont pas de pouvoir décisionnaire. Bon, elles émettent des avis, mais ça s'arrête là. Donc, quel locataire va aller en justice pour demander qu'on lui restitue, pour obtenir la restitution de 80 ou 100 euros? Moi, j'en connais pas. Donc, à partir de là, celui qui se garde le dépôt de garantie, eh bien, il se le garde éternellement, sauf s'il tombe quelquefois sur des locataires un peu retors, et ça existe, qui vont jusqu'au bout. Alors, mais quelquefois, ils y vont à leurs dépens sur le plan financier. Cela vous conduit-il à souhaiter la suppression du dernier mois restant de dépôt de garantie, puisqu'on se rappelle qu'il y a 4 ans, on est passé de 2 mois obligatoires à 1 mois. C'était d'ailleurs une proposition du président Sarkozy lui-même qui a été mise en œuvre. Que faut-il faire pour améliorer ce point précis qui est un point décisif pour les administrateurs de biens? Eh bien, la proposition que nous faisons, nous, qui n'aura certainement pas l'agrément des administrateurs de biens, c'est que le dépôt de garantie vous allez faire un test, là, soit mis dans une caisse à part, au niveau national. D'ailleurs, on propose que l'ensemble des dépôts de garantie soient réunis dans une caisse qui serait alimentée, outre par les dépôts de garantie, par l'État, par les bailleurs, etc. La caisse des dépôts, par exemple? Par exemple, enfin, ce serait une caisse créée pour l'occasion et qui servirait, qui aurait une base financière pour une garantie universelle des loyers. Alors, vous évoquez la GURL. Oui. Un mot avant cela qui touche à la réglementation aussi, mais à la loi de 89, les honoraires de transactions locatives. Quel est l'avis de la Confédération générale du logement sur ce point-là? Est-ce qu'il serait normal que le locataire continue, comme c'est le cas aujourd'hui, de payer la moitié des honoraires du transactionnaire? Est-ce qu'il faut l'en alléger? Quel est votre avis, très franchement? Écoutez, nous, on n'est pas contre que le locataire ne supporte plus ça. Non, voilà. Bien. Alors... Vous avez raison, mais encore une fois, vous savez, quand l'État en arrive à légiférer dans ce domaine comme dans d'autres, c'est parce qu'il y a eu des abus. Et si aujourd'hui... Bah oui, je sais que non, c'est pas un raisonnement par l'absolu. Écoutez nos invités. S'il n'y avait pas eu un certain nombre d'abus, qui d'ailleurs, dont certains ont été condamnés par la justice, s'il n'y avait pas eu un certain nombre d'abus, dans beaucoup de domaines, nous ne serions pas... L'État ne serait pas obligé de réglementer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parfait. Écoutez, merci de votre position. Alors, garantie des risques locatifs, et ensuite, à moins que sur ce point précis, vous vouliez répondre, sénateur. Je me permets de dire que, bien sûr qu'il y a des abus, ça existe partout, d'ailleurs de part et d'autre, etc. Des gens qui ne paient pas pendant des mois, qui s'en fichent, etc. Ça existe aussi. Et il y en a qui sont très organisés. Mais quand vous dites qu'il y a des abus, le partage, ce n'est pas une question d'abus. C'est un choix politique, je dirais même presque, au sens noble. Ça doit être le propriétaire, forcément. Mais il y a aussi parfois des gens qui viennent voir un professionnel, puis il va faire c'est lui qui va faire. C'est pas forcément le propriétaire. Vous savez, c'est comme on disait, c'est le vendeur ou l'acheteur. Quand il s'agit de cession immobilière, est-ce que c'est le vendeur, est-ce que c'est l'acheteur? Il peut y avoir des choix différents. Donc je pense que sur cette question précise, je crois qu'il ne faut pas parler d'abus. C'est un choix qu'on peut faire en disant ça sera toujours le propriétaire ou comme aujourd'hui, c'est partagé. Bon, mais voilà, je crois que c'est une question qui n'est pas les abus. Les abus, oui, ça existe, ça peut exister. On peut trouver des palliatifs à certains abus. Bon, et puis on a parlé en plus de chambres de discipline régionales qui ont vocation à sanctionner les abus également. Ce qui ne va pas tout à fait, parce que là... On verra ce que ça donnera, si vous me permettez. À la limite, s'il n'y avait que ça, je vous dirais d'accord, s'il y avait que ça. Mais je voudrais quand même vous rappeler une statistique. En 2000, il y a eu 80 143 décisions de justice prononçant l'expulsion en France.
En 2011, il y en a eu 113 669, une augmentation colossale. Tous ces gens qui sont expulsés, ce n'est pas parce que ce sont de mauvais locataires. Je vous accorde qu'il peut y avoir quelques problèmes. Mais je n'adhérerai jamais à l'opinion qui consiste à dire que les 113 000 personnes qui ont été expulsées par décision de justice sont de mauvaise foi, sont de mauvais locataires, etc., etc. C'est aujourd'hui, malheureusement, un élément dont il faut tenir compte. Et pourquoi est-ce qu'ils sont expulsés? Souvent parce que majoritairement, ils ont des problèmes de budget. Et ils ont des problèmes de budget suite à des niveaux de loyer, suite à ce dont on parlait, Titan Snyder, voilà, administrateur de biens de son État. Une réaction. Et ensuite, je voudrais que le président Fréchet dise deux mots sur la garantie des risques locatifs avant que nos élus, garantie des risques locatifs, avant que nos élus ne réagissent sur les questions de rapport locatif en général. Bien. Je ne partage pas, bien entendu, les propos que je viens d'entendre. Pour une raison notamment particulière, c'est qu'on est jusqu'à présent dans un domaine de droit privé, de contrat entre un propriétaire et son locataire. Il y a des obligations, il y a des droits, chacun exerce ses obligations et ses droits, et les met en œuvre. Ils sont plus ou moins équilibrés dans le cadre d'une loi. Bon, c'est très bien. Maintenant, arriver au niveau des expulsions, sur ces 100 et quelques mille expulsions, moi j'aimerais d'abord savoir combien il y en a eu d'exécutés. D'autre part, les propriétaires, ce sont pour la plupart, sinon la quasi-totalité, des propriétaires particuliers, des privés, des retraités, qui sont comme vous et moi, qui ont un bien et qui le louent, et qui n'encaissent pas de loyer. Il faudrait peut-être également nous préoccuper de ce qu'il arrive. Toutes ces impayés, toutes ces procédures ont généré un certain travail réalisé par les professionnels. Quid de leur rémunération? Alors, Richard, je voudrais que monsieur le sénateur, qui, je crois, va devoir partir dans peu de temps, sur la question des rapports locatifs, de leur rééquilibrage, se prononce. Oui, vous savez, on le fait. Bien entendu, d'abord, pour beaucoup de personnes, quand elles commencent à descendre, c'est vrai que c'est le logement et puis après, elles ne peuvent plus payer. Il y a des gens, bien sûr qu'il y a des gens de bonne foi. Et d'ailleurs, les expulsions, ce n'est pas seulement les propriétaires privés. Il y a des organismes publics qui expulsent. Parce qu'il y a un moment où les gens ne paient plus. Moi, j'ai vu dans un office, j'ai été président d'un office d'HLM qui faisait quand même, il faisait pas grand-chose, il faisait que 15 000 logements. C'était pas un gros, c'était un petit par rapport à d'autres. Mais on était bien obligé d'expulser à un moment. Il y avait des gens qui ne payaient plus depuis 3 ans, 4 ans. Ça pouvait durer indéfiniment. Il faut bien prendre des mesures. Alors, ce qu'on avait essayé de faire, c'est des mesures préventives. À la première alerte, vous ne pouvez plus payer. Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est pour essayer de trouver une solution. Parce que si ça commence, de toute façon, ça ne se termine pas. Mais ce n'est pas aux propriétaires de résoudre les problèmes sociaux. Exactement. La question, c'est comment dans notre pays... Et alors, on aurait pu parler, parce que je n'ai pas le temps, mais tous les problèmes d'urbanisme, c'est fondamental. On est en train de nous faire des usines à gaz avec le SDRIF, etc. En disant 20-25%, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Parce que, moi, par exemple, on est en train de débattre de questions. Moi, je suis président je suis encore au cumulard, pardon, madame la députée. Mais je suis président on élabore un SCOT, dans un schéma de cohérence territoriale. On nous impose des choses qui sont impossibles à réaliser. Et comment on va faire? Et pourtant, et c'est vrai que les situations, la pression de l'urbanisme, et c'est certaines zones, c'est quelques grandes agglomérations, la région Île-de-France, on a légiféré, relégiféré, surlégiféré, etc. On peut toujours faire des choses. Qu'il y ait une garantie, moi je dis, ça doit avoir une seule limite, c'est que ça ne soit pas les bons payeurs qui paient pour les mauvais. Parce que ça finit par être souvent comme ça dans notre société. Et donc, bon, et puis il faudrait peut-être... c'est compliqué. Peut-être qu'on peut avoir des améliorations, mais si on revient aux guerres qu'on a connues, bailleurs locataires, d'ailleurs entretenues par les responsables politiques, bailleurs locataires, moi j'ai dit ce que j'en pensais. Il
faut faire très attention. Parce que on peut mettre des choses, d'ailleurs on le voit bien, à des taxes si on ne loue pas, etc. On peut être exigeant, il y en a qui parlent même de pouvoir avoir des mesures plus contraignantes. Méfions-nous, parce que de toute façon, il y aura toujours besoin d'un parc locatif privé important, à part, ou bien alors on fait l'Union soviétique, et encore, je ne sais même pas s'ils font ça maintenant, de toute façon, ils ont compris que ce n'était pas bon. Bon. Donc, il vaut mieux quand même plutôt encourager les gens à investir dans l'immobilier, surtout dans les zones où il y a des besoins. Alors je suis d'accord, moi je ne suis pas pour continuer à faire des superbes hôtels aux Antilles qui ont fermé du jour au lendemain parce que c'était de la défiscalisation bête et méchante. Ça d'accord, qu'on fasse des efforts. Mais il faut bien aujourd'hui, parce que ça fait monter les prix, tout ça aussi, là où il y a la pénurie. Enfin, c'est vrai qu'on voit des choses à Paris. Moi, je suis surpris. Des prix pour 9 mètres carrés, c'est absolument incroyable. Et ça n'est plus accessible à personne. Ça n'est plus accessible à personne. Enfin, au moins les classes moyennes. Il y a la classe ouvrière, ça fait belle lurette qu'elle est partie en banlieue. Ou même plus loin. Hein, parce que maintenant, c'est dans nos... Moi, j'habite à 80 km de Paris. Il y a des gens qui vont travailler à Paris parce que c'est là où c'est accessible. Tout à fait entre nous, la copropriété à caractère social ou la propriété à caractère social, puisque c'est des gens qui ont les revenus pour avoir le prêt à taux zéro et qui peuvent accéder à un logement de qualité, mais parce que c'est très loin, à 85 km de Paris, le terrain ne vaut pas cher. Autrement, vous ne pouvez pas... Alors donc, je serais très prudent sur de nouvelles législations. Et j'ajouterais, mais ça c'est un réflexe que j'ai au bout d'un certain nombre d'années, veuillez m'excuser, c'est qu'arrêtons de modifier tout le temps les textes, de même pas voir leurs effets, et d'en faire un parce que c'est la fantaisie du ministre, ou c'est tel lobby qui décide qu'il fallait. On l'a trop fait, je le dis, vous voyez, je suis objectif. Sous le septennat précédent, ne continuons pas. Quinquennat, c'est le cas. Oui, heureusement, vous voyez, ça a duré que 5 ans. Bon, merci beaucoup. Alors, je suis obligé de me sauver. Merci mille fois. Mais la parole passe naturellement à Mme Descamps. Alors, sur les rapports locatifs... Parce qu'on va pas être d'accord. Mais on vous rapportera ses propos. Bon, déjà, on retient que le sénateur, avec sa sagesse de parlementaire chevronné, conseillerait à Mme Duflot de ne pas rouvrir le chantier à la loi de 89. Je ne sais pas si elle l'écoutera. Parfait, donc il s'agirait d'une correction à la marge qui serait souhaitable. Vous pourrez faire valoir ce point de vue au Parlement.